Mais avant ça, du coup, place aux 20 minutes débat. Donc là, pour le coup, il est 19h, il est 17h19, pardon. On va se laisser jusqu'à environ 40 pour ce petit débat. C'est la course à l'Europe en Ligue 1. Donc, on l'a vu, on a un peu discuté ensemble tout à l'heure, mais après ce week-end de championnat, il y a 5 points d'écart entre le deuxième, donc qui est Marseille, et le septième, qui est Lille, en ce moment en Ligue 1. Donc, je crois que c'est 52 à 47, si je ne me trompe pas. Qui est vraiment, l'écart est ultra minime. Il reste 6 matchs à jouer. On a déjà un peu parlé donc, de cette course au top 6, donc on va pas faire nos classements finaux, parce que pour le coup, je pense qu'il n'y aurait pas trop d'intérêt de le refaire chaque semaine. Mais on va parler un petit peu, comment dire, club par club. On va pas tous les faire, mais on va en faire quelques-uns qui ont, bref, qui ont soit marqué beaucoup de points cette semaine, soit au contraire, enfin voilà, qui en ont un peu perdu. Mais on va commencer par exemple par Marseille, parce que ça me semble assez logique de commencer par Marseille. Je sais que le PSG est champion, hein, de France, on va s'en occuper tout à l'heure. Mais on va commencer par l'OM, parce que voilà, il y avait une période un peu de crise, mine de rien. Il y avait 3 défaites d'affilée en championnat. Puis il y avait cette vilaine défaite contre Reims, surtout, qui a découlé du coup sur une semaine dure, compliquée. Une semaine avec beaucoup, beaucoup comment dire, de choses qui ont été dites, de rumeurs aussi qui ont été mises sur la table, avec encore une fois des Herbies partant pour l'AC Milan, etc. Sans en venir tout de suite à ça, sur cette victoire contre Reims. Je commence par donner la parole à toi, Nico. Cette victoire contre Reims, Contre Toulouse. contre Toulouse, pardon, désolé, non, ouais, défaite contre Reims, c'est victoire contre Toulouse. Après cette défaite contre Reims, pardon, du coup, cette victoire contre Toulouse, est-ce que tu es rassuré? Rassuré seulement sur le plan comptable, parce que dans le jeu, si on n'a pas l'exploit de Greenwood et la volée magnifique de Rabiot, qui a fait un super match, hein, Adrien Rabiot, vrai leader sur le terrain et en dehors, si on n'a pas ça, c'est très compliqué. J'ai vu 2-3 fois, alors moi, il y a quelque chose qui m'avait fait. Oui, pardon. Non, j'allais dire juste, moi, c'est pas tant le côté sur le jeu, parce que je suis d'accord avec vous, hein, j'ai regardé le match, c'était vraiment pas glorieux du tout, mais c'était plutôt sur le côté état d'esprit, parce que tu joues quand même une équipe sérieuse, Toulouse, et voilà, et même malgré tout ce qui a été dit, je sais pas, ça montrait un certain caractère quand même. Moi, devant le match, en tout cas, c'est ce que j'ai. Il y avait un meilleur état d'esprit. Moi, il y a deux choses qui me dérangent. La première chose, c'est le niveau de la défense, c'est pas possible. On ne peut pas être deuxième d'un championnat. Si on arrive à être deuxième, si l'OM arrive à être deuxième avec cette défense-là, Mhm. ce serait un exploit monumental. Mais c'est déjà, il n'y a plus de défenseurs de métier. Et quand il y a de défenseurs de métier, on va dire le vrai défenseur qui a un peu de talent, c'est Balerdi. Mhm. Il est sur le flanc. Parce que Kondogbia, j'aime beaucoup Kondogbia au niveau du leadership, mais c'est un joueur qui a des manques, surtout en défense centrale, ça n'est pas son poste. Cornelius, c'est pas possible. Il va falloir revoir la copie au mois de juin et voir s'il reste. Il faudra faire un tour Non. sur le banc parce que c'est pas possible. On peut pas. Il n'a pas le niveau pour l'OM, malheureusement. Après, le problème, ça fait au bout de presque un an. On se dit, bon, on laisse le temps pour juger. Bon, bah là, on a vu. Ça va. Merci, au revoir. On verra en juin ce qu'ils font, mais bon, c'est compliqué. Et non, et la deuxième chose et ça c'est assez agaçant de leur part, et c'est quelque chose de dogmatique, je pense, de la part de De Zerbi, cette espèce de repartir proprement et on se fait peur. Je sais pas si vous avez vu, certaines fois, il y a eu des moments où Rouli garde le ballon et on a envie de leur dire, mais allongez, allongez devant parce que vous allez faire, vous allez prendre un but pour rien, un but assez bête. Et il y a ce côté un peu où ils ne sont pas sereins et ils jouent à se faire peur. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la marge du Paris Saint-Germain. Mhm. Donc, on n'a pas Marquinhos, on n'a pas Pacho, on n'a pas ces défenseurs-là. Donc, moi, je pense que ces entraîneurs doivent s'adapter aux joueurs qu'ils ont. S'ils ont des joueurs qui ne savent pas relancer correctement, et il y a eu plusieurs fois des relances qui ont donné lieu à des occasions franches pour Toulouse, qui auraient pu mieux négocier s'ils avaient été meilleurs sur le coup, Mhm. ben voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas à ce niveau-là.
Et je pense qu'il faut savoir s'adapter à ses joueurs. Et De Zerbi ne sait pas assez s'adapter à ses joueurs, à mon goût. Et là, c'est Greenwood et Rabiot qui nous sortent d'un mauvais pas, clairement. Ok. Puis moi, au niveau de l'état d'esprit, si on peut Vas-y, revenir là-dessus, vas-y. honnêtement, moi, j'ai pas trouvé une équipe avec un grand état d'esprit. J'ai juste vu une équipe qui est supérieure au niveau de talent à Toulouse. Et là, cette fois-ci, ça a suffi pour aller gagner. Parce que même si Toulouse, ils sont combatifs, il y a quand même des joueurs à l'OM qui sont largement supérieurs. Et ça a suffi. Mais au niveau de l'état d'esprit, j'ai pas vu une équipe qui voulait, qui avait peur de perdre sa place. J'ai vu une équipe qui avait du talent, qui sait jouer au foot par moment, mais qui est même très inquiétante. Même au milieu, moi, Rongier Benasser, je trouvais ça très, très séduisant. Mais alors, dans le jeu, c'est une catastrophe. Hein. Rongier, on l'a encensé 2 matchs depuis, il perd tous les ballons. Benasser, c'était pas terrible. Moi, Ouais. je pense que contre Monaco, là, si ça joue comme ça, avec la même défense, le même milieu, on va se faire torpiller. Hein. Y a pas Ok. de... Petite question juste par rapport à De Zerbi, Nico, voilà, expliquer que c'était pas un coach qui ne sait pas très très bien s'adapter. Ces rumeurs qu'il y a eu de lui comment dire à l'AC Milan, est-ce que je sais pas, est-ce que ça peut jouer sur la fin de saison? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui pourrait éventuellement jouer, parce que De Zerbi plusieurs fois a insisté sur le fait qu'il était là pendant 3-4 ans, et j'ai tendance à vouloir le croire. Après, le football fait que tout va très vite, et le lendemain, vous pouvez aller et partir alors que vous avez embrassé l'écusson le jour d'avant. Donc ce serait pas la première fois qu'on voit ça. Le problème, c'est que je pense qu'il y a une corrélation entre le fait que tout le monde sait de notoriété publique que De Zerbi rêve d'entraîner le Milan AC. Et probablement ce qui a joué aussi, c'est qu'avec cette mutinerie, le conflit qu'il y a eu entre certains joueurs et lui-même, font que probablement il y a eu des fuites, que ça a fuité jusqu'à la presse italienne, et que comme le Milan cherche un entraîneur, puisque visiblement Sergio Conceição ne restera pas sur le banc la saison prochaine, donc ils ont mis De Zerbi en disant bah, nous on est intéressé par De Zerbi et l'intérêt serait réciproque. Mais après, je pense sincèrement que ça reste un entraîneur qui est à fond dans ce qu'il fait. Donc je pense sincèrement que moi je le crois quand il dit qu'il est vraiment à fond dans son projet, parce que tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, faut savoir que De Zerbi, c'était un ultra de Brescia et que depuis qu'il est fan de foot, il fait les choses à fond. Donc moi, à chaque fois qu'il est allé faire des missions, que ce soit au Shakhtar ou à Sassuolo ou à Brighton, il a toujours fait les choses à fond. Et je pense que là, son objectif prioritaire, c'est d'atteindre cette place en Ligue des Champions. Et je pense qu'il est déterminé, tout comme Rabiot et Rongier le sont. Donc je pense qu'il est sur son objectif et que je pense qu'il est suffisamment blindé pour faire part à toutes ces rumeurs. Le seul souci, il a besoin d'être un peu plus serein, je pense, parce que là, le groupe a besoin de sérénité. Ok, très bien. On va enchaîner du coup avec avec un autre prétendant à cette 4e place, même ces 6 premières places, mais en tout cas la 4e, puisqu'ils sont 4e, c'est Strasbourg. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quand on avait fait ce fameux top 6 qu'on avait pronostiqué rapidement, j'avais mis Strasbourg parmi les comment dire, les Européens, et c'est vrai que ça paraissait un peu étonnant, ça le paraît quand même de moins en moins, Strasbourg en Ligue des Champions. Greg, est-ce qu'on a en droit d'y croire? Ah bah bien sûr, bien sûr qu'on est en droit d'y croire. Ils sont totalement dans le coup. J'ai l'impression qu'en plus, ils ont, on va dire, moi ça me fait penser un peu à Brest l'an dernier. Alors c'est pas les mêmes effectifs, c'est pas les mêmes budgets, mais de par le sportif, en fait, de par le scénario, bien sûr que cette équipe peut y croire et doit y croire. Et puis on le voit, hein, ils sont ambitieux. Hein. Rosenior en a parlé, Diarra en a parlé. C'est des jeunes, un jeune coach, un jeune joueur. Mais bien sûr qu'on est le droit d'y croire. Après, je sais pas s'ils y arriveront, mais en tout cas, top 4, oui, c'est tout à fait possible. Mon top 4, la vérité, c'est que bon, c'est plus top 3 parce qu'il y a une place en moins déjà avec le PSG. Mais pour le reste, oui, ils peuvent y arriver. Maintenant, il y a quand même l'OM, il y a le LOSC, il y a l'OL. Nice, j'ai un peu de mal, sincèrement. Je pense qu'ils vont un peu baisser. Là, ils sont un peu dans une phase compliquée. Tu as toujours le LOSC. Et pas non plus. Et tu as toujours Monaco, pardon. Et il y a Monaco. Pas Monaco, j'allais dire. Voilà. Ouais, le LOSC, j'ai dit 2 fois, mais donc Monaco, voilà. Donc après, ouais, bien sûr que c'est. Mais ça va être une belle bataille, voilà. Ouais. Okay. Mais en tout cas, je suis content pour Strasbourg parce que
même s'ils ne sont pas top 4, logiquement, ils seront 5 ou Ils seront 6 en Europe. et ils auront l'Europe à jouer. Peut-être que certains joueurs vont peut-être pouvoir rester parce que Chelsea ne va pas non plus les dépouiller de partout. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Le coach va peut-être pouvoir rester aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être vraiment une très belle saison et un aboutissement à cette belle saison, quoi. Très bien. Moi, tu sais quoi, Ruben, j'allais dire, je pense que cette intersaison, s'ils sont européens, Strasbourg, c'est un tournant pour Bluco parce on va peut-être savoir où veut aller Bluco avec Strasbourg. Parce qu'au début, on regardait. Alors, ils seront peut-être toujours satellite, le club satellite de Chelsea, mais au début, on regardait ça, que Strasbourg serait peut-être un laboratoire, entre guillemets, pour Chelsea. Mais quand vous allez en Coupe d'Europe, vous ne pouvez plus être le club laboratoire d'un autre club. Donc, moi, j'aimerais bien savoir en fait ce que Bluco va faire cet été. Est-ce qu'ils vont jouer à fond la Coupe d'Europe? En plus, on sait qu'il va y avoir ce conflit d'intérêts si Chelsea joue la Ligue des Champions et Strasbourg aussi avec le même propriétaire. Donc, ce sera intéressant de voir ça aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que va faire Bluco avec cette équipe, parce que ça va être bien de savoir quelle est la stratégie sur du moyen long terme pour cette équipe de Strasbourg. C'est clair. En tout cas, équipe ultra jeune, mais équipe très solide. À l'inverse de Montpellier tout à l'heure, Strasbourg, c'est 6 clean sheets sur les 8 derniers matchs. Donc voilà, c'est très. Je crois qu'ils en ont pris que 35 cette année. Enfin, bref, ils en ont pris 35 et c'est surtout lié aussi à un début de saison qui n'était pas dans ses standards actuels. Ils ont aussi un gardien qui est énorme. Un gardien ça, c'est un cadeau de Chelsea. Il a été titulaire pendant plus d'1 an à Chelsea. Il est récupéré à Strasbourg en début de saison. C'est quand même un gros coup et il fait des arrêts encore. Il a fait des arrêts ce week-end contre Reims qui sont vraiment incroyables. Et il porte vraiment Strasbourg. C'est quoi? C'est un Serbe ou un Croate? Serbe, je crois. Je crois que c'est un Serbe. C'est un Serbe, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que après, je regarde pas toutes les. Mais il aurait sa place en équipe nationale. ouais, non, Il est peut-être déjà appelé, hein, mais en tout cas, c'est un jeune gardien. Je pense que derrière, je ne sais même pas c'est qui actuellement, mais. Ce que j'ai noté côté Strasbourg, et du coup là où j'allais avoir votre point de vue, c'est que Strasbourg va jouer donc 3 équipes relégables. Donc 3 équipes, enfin il y a Angers dans l'eau, ils sont pas relégables, ni Le Havre d'ailleurs en ce moment, mais en tout cas 3 équipes qui jouent vraiment le maintien, donc Strasbourg, la SSE, Le Havre et Angers. Et puis ils jouent 2 équipes européennes, donc ils jouent possiblement européennes, Nice et Monaco. Et puis ils jouent le PSG, donc qui est déjà champion. Ils jouent pas de ventre mou. Donc est-ce que ça rend le calendrier plus difficile, Manu? T'en penses quoi? Ça va pas être facile, mais j'ai envie de te dire qu'ils sont tellement insouciants, les Strasbourgeois, que tu leur mets n'importe qui en face, ils joueront pareil de toute façon. Hein. Donc tu leur fais jouer contre le Havre ou contre le PSG, je pense qu'ils joueront de la même manière, avec la même envie. Donc oui, ce sera plus dur parce que ça va être des équipes qui vont soit se battre pour aller en Europe, soit se battre pour sauver leur peau. Mais je pense que pour eux, ils verront pas la différence, qu'ils viendront tout à fond. Là, ils sont vraiment dans un élan positif. Et je pense qu'honnêtement, maintien, pas maintien, Europe, pas Europe, ils vont continuer. Et s'il n'y a pas de faux pas, un faux pas contre une équipe qui joue le maintien, ça peut peut-être les faire retomber et peut-être mettre une mauvaise dynamique en place. Mais je pense que honnêtement, pour eux, ça ne change pas grand chose. Ok, très bien. Et pourquoi pas faire tomber le PSG? Moi, ça me ferait plaisir aussi. Je pensais à ça aussi. Première défaite, et pourquoi pas. Il faut savoir, Ruben, il faut se souvenir qu'en 94-95, quand le FC Nantes était invaincu jusqu'à ce déplacement à Strasbourg, à je crois 4-5 journées de la fin, à l'époque, il y avait Franck Leboeuf dans cette équipe, et Franck Leboeuf avait marqué d'ailleurs sur penalty ce jour-là. Strasbourg avait fait tomber Nantes 2-0, c'était la seule équipe qui avait fait tomber Nantes. C'était Leboeuf et Mostovoy qui avaient marqué, et c'était un événement exceptionnel, parce que Nantes était invincible. Et donc là, c'était la seule équipe qui avait réussi à les vaincre. Donc là, on a un peu la même impression avec le PSG. Donc je trouverais ça symbolique que, en fait, 30 ans après, exactement 30 ans après, Strasbourg puisse faire tomber une équipe invaincue et championne en Ligue 1.
Ah, c'est clair, ça serait dingue. Le clin d'œil serait fou. Ok, on s'est occupé du coup de l'OM et de Strasbourg. Occupons-nous maintenant de l'OL, puisqu'il y a eu un gros coup contre le LOSC quand même. Victoire 2-1, parce que contre une équipe sérieuse qui joue l'Europe, évidemment. C'est pareil, meilleure façon de préparer Manchester United. Greg, ouais, c'est ça que je voulais dire. Comment tu vois cette victoire? Meilleure façon de préparer le Manchester United ou vraie victoire je veux dire, importante en Ligue 1 pour aller chercher le top 4? Ah bah, très importante, ça c'est sûr, très importante contre un concurrent direct. Moi, je suis un peu mitigé parce que on a perdu Nuama, qui a donc les croisés, donc qui en a pour 6 mois minimum, donc il ne reviendra pas en octobre. Et le problème, c'est que là, on n'a plus d'ailier. L'OL n'a plus d'ailier de pure souche, on va dire. Alors, tu as Cherki qui peut dézoner, qui peut jouer un peu de partout, mais tu n'as plus d'ailier. Tu as Fofana qui est blessé au minimum jusqu'au match retour contre United. Tu as Nuama donc, qui est blessé 6 mois. Donc après, Almada, c'est pas un ailier. Alors, il pourra l'essayer, bien évidemment, pour dépanner, mais c'est pas un ailier, c'est pas au poste où il se sent le mieux. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis content pour la victoire parce qu'il fallait le faire. En plus, on a très mal débuté le match parce qu'on prend un but dans les premières secondes. Voilà, mais on réagit bien ensuite. Donc je suis content pour la victoire. Je suis content qu'on se rapproche de nos amis marseillais, de Monaco, qu'on reste au contact avec Strasbourg. Mais forcément, avant en plus United qui va arriver là donc jeudi prochain, le fait de plus avoir d'ailier, moi ça me perturbe parce qu'il va falloir forcément que Fonseca bricole et il y aura alors peut-être que Mikotadze sera à gauche. Il n'avait pas été mauvais, je ne sais plus contre qui c'était. Il avait fait une rentrée à gauche où il avait été intéressant. Donc on verra bien, mais en tout cas, moi c'est surtout les petites blessures qui m'embête un peu. Voilà. Après, pour le reste, oui, c'est une victoire intéressante et qui montre que le club est vraiment en forme. Et prochain match, on en parle peu, je pense. Mais attention, parce que c'est à Auxerre. Et Auxerre qui n'arrête pas de gagner. C'est vraiment, ils ont battu Rennes ce week-end. Ils sont 10e. Alors, bon, je ne pense pas qu'ils peuvent viser l'Europe, la Conférence League ou quoi. Ils partent d'un peu loin. Mais en tout cas, c'est une équipe, à l'image de Strasbourg, qui est un peu insouciante et qui donnera tout, qui voudra faire tomber l'OL. Et puis nous, souvent, les matchs un dimanche soir comme ça, contre des équipes, on va dire, un peu moins reluisantes, ça peut nous porter préjudice. Ok, très bien. C'est marrant, Mano, je l'ai pas eu son avis. Greg et Nico, je les connais sur le top 6. Mais rapidement, Mano, si tu devais me faire ton top 4 pour aller en Ligue des Champions, est-ce que tu mettrais Lyon dedans ou pas? Je l'ai juste derrière, mais je pense que ça va se jouer pas grand-chose. Je pense qu'ils vont finir 5e. Ok. Honnêtement. Mais je pense que parce que devant, je pense qu'il y a Marseille en 3, Monaco en 2, parce qu'ils vont venir en bleu. Lyon derrière et Strasbourg, Lille. Ok, très bien. Bon, écoutez, au moins ça y est. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Lyon? On fera les pronos tout à l'heure, juste après Non, je voulais juste demander, voir avec Greg, tu penses pas que Fonseca va changer de système éventuellement s'il n'y a plus d'élire? Je sais pas, après il a début du 4-2-3-1, après il va peut-être changer, mais je sais pas si c'est sincèrement, je sais pas si c'est la meilleure solution. Parce que comme j'ai dit, il n'y a plus d'ailier, mais bon, il y aura des joueurs qui peuvent entre guillemets jouer à ce poste-là. C'est pas leur poste. Mais bon, par exemple, comme j'ai dit, un Mikotadze, pourquoi pas, mais c'est possible, hein. C'est possible maintenant. Est-ce que ce serait judicieux? En tout cas, pour United, j'y crois pas. Peut-être contre Auxerre, c'est possible, mais sinon, après, contre United, dès le premier match, j'y crois pas trop. Mais après, oui, ça peut être une solution comme une autre, on est d'accord. Non, je demande ça parce que tu parlais de Thiago Almada, on sait qu'il y a Verretou souvent qui rentre en cours de match quand il n'est pas titulaire. Donc il y a quand même pas mal de joueurs, il y a quand même du monde au milieu de terrain axial, j'ai envie de dire. Donc par exemple, moi je pensais éventuellement peut-être qu'il pourrait faire un losange pour compenser un petit peu pour compenser peut-être le fait qu'il n'y ait pas trop d'ailier et mettre Almada en meneur de jeu, par exemple. Ouais, non, c'est possible, c'est possible. Faudra voir avec Fonseca, mais en tout cas, tout est possible, quoi. Ouais. Après, pour United, moi, je peux lui faire confiance pour le championnat. Ouais. Ok,
Très bien. On en reviendra tout à l'heure du coup au prono pour ce match entre deux gros clubs, l'OL et United en Ligue Europa. On finit par le PSG. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, je pense. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut vraiment clairement pas minimiser ce 13e titre de champion obtenu à la 28e journée, si je ne me trompe pas. Mais j'avais surtout une question à vous poser et j'ai envie d'avoir vos avis. Alors, je ne sais pas trop comment dire s'ils vont diverger ou pas, mais ça va être intéressant. Le PSG champion, donc déjà, est-ce un avantage ou un inconvénient pour la suite de la Ligue des Champions? Je commence par toi, Nico. C'est un avantage ou un inconvénient? C'est un avantage, clairement, parce que je pense que il y a ça en moins dans un coin de la tête. Parce que s'ils n'avaient pas encore scellé leur 13e titre, je pense qu'ils auraient encore eu un petit quelque chose dans le coin de la tête, alors que là, comme on a vu, ils ont célébré, mais pas tellement, parce qu'ils se sont remis au travail. Il y avait du repos le dimanche, ensuite le lundi, ils se sont de suite remis au travail dès ce matin. Donc je pense que c'est voilà, un objectif atteint. Donc on a coché une case et on a rempli un objectif. Donc ils ont eu le trophée des champions en janvier. Là, ils sont champions de France. Donc c'est 2 objectifs sur les 4. Il leur manque la coupe, la finale et la Ligue des Champions. Donc je pense que là, ils peuvent complètement se focaliser sur Aston Villa et plus si affinité, j'allais dire. Mais et de toute façon, je pense qu'on peut compter sur Luis Enrique, sur le fait que même s'ils sont déjà champions, bah, ils ont dit, ils se fabriquent des défis, dont celui de finir invaincu. Donc on peut compter sur eux pour continuer à être compétitifs, même en étant déjà champion de France. Donc pour moi, ça n'a que des avantages et pas d'inconvénients. Très bien. Manon, une question pour toi. C'est pas cool pour leur dernier adversaire. Pour leur dernier adversaire, habituellement, le PSG arrive en tongs les dernières journées. Là, ça va pas être le cas. Du coup, ça va être un peu moins marrant pour des mecs même comme Strasbourg. Habituellement, ils jouent pas les dernières journées. C'est très agréable pour les adversaires. Non, mais pour le coup, plutôt pour la Ligue des Champions, avantage, inconvénient. Pour moi, ça reste un avantage. Là, ils vont se focus 100% Ligue des Champions. Et ils ont un effectif tellement pléthorique qu'ils peuvent même faire jouer l'équipe B en Ligue 1. Ils gagnent tout. Il n'y a aucun souci. Ils peuvent faire tourner en Ligue 1 s'il y a besoin. Honnêtement, ils peuvent être focus LDC à fond. Et même si jamais ils finissent pas invaincus, je veux pas dire qu'ils s'en foutent. C'est pas ce que dit Luis Enrique. Mais s'ils gagnent la Ligue des Champions, le fait de pas finir invaincus, ils vont vite passer à autre chose, quoi. Okay. Donc là, ils vont pouvoir focus à fond Ligue des Champions. Et au contraire, là, ils s'enlèvent totalement la Ligue 1 de la tête, même s'ils l'avaient déjà gagné techniquement depuis le 1er septembre, la Ligue 1. Mais là, au moins, ils sont sûrs, c'est fini. Mais moi, je pense que c'est plutôt positif. Très bien. Et pareil, même pour terminer, Greg, mot de la fin. Pareil, je trouve que c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Ils vont pouvoir faire tourner, il y aura moins de pression. Moi, je pense qu'après, à l'image de Luis Enrique, c'est une équipe qui va jouer tous les matchs. Il y a aussi la finale de la Coupe de France, où ils sont archi favoris forcément, mais c'est aussi un trophée à aller chercher pour eux. Et c'est des compétiteurs, donc ils veulent tout gagner. Donc oui, je pense que c'est plus un avantage, tout simplement. Ok, très bien. Écoutez, on va conclure là-dessus. Juste parce que tu as parlé du PSG, on a dit qu'on n'avait pas trop de choses à dire, parce que c'est la vérité, ou à part pour la Ligue des Champions. Mais un petit mot aussi sur le LOSC, parce qu'on parle donc de Monaco, Strasbourg, Marseille, qui sont dans des dynamiques. Bon, Monaco a perdu, mais bon, je pense qu'ils vont y arriver. Mais le LOSC, par contre, pourrait tout perdre, parce que je trouve que depuis que alors, il va revenir, mais depuis que tu as plus Zegrova, c'est quand même compliqué. Ils viennent quand même à nous sortir que voilà, maintenant, tu n'as pas Mbappé, donc c'est compliqué. Enfin, le mec a joué 3 matchs depuis le début de la saison. Il a 17 ans, donc je suis un peu. Je trouve que cette équipe file un peu du mauvais coton. La défaite face à l'OL, elle est pas. Enfin, l'OL n'a pas fait non plus un match extraordinaire. En plus, je crois que Diakité était l'homme du match et Lille a perdu. Donc, je trouve que Lille, il devrait se méfier parce que je pense qu'il pourrait perdre assez gros quand même. Parce que depuis Dortmund, et c'est un peu ce non-match au retour, je trouve que maintenant on a Létang qui pose des réserves en plus pour Almada. Donc, il se focalise un petit peu trop sur l'extra sportif. Et il y a eu beaucoup de blessés en plus. Donc, je trouve que Lille devrait faire attention. Parce que ça peut peut-être être eux les grands perdants de cette fin de championnat.
Ok, bah, écoute, on verra ça. Il y a eu surtout cette vilaine défaite à Nantes, ça c'était vraiment horrible. Mais oui, je Ouais, suis relativement d'accord avec toi. et Vas-y, ouais. puis le match qu'ils gagnent 1-0 contre Lens, ils sont pas terribles, hein. Ils font une bonne première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, elle est un peu apathique. Enfin, Il est c'est dégueulasse. pas Hein, terrible, vraiment. hein. Il gagne sur une boulette en plus. Hein. Sans Ouais, Mathieu ouais. Ryan, il y a un match nul 0-0 et ils repartent Et chez eux. sans un Mbala Nzola maladroit, il y a un partout. Et je voulais aussi, aussi. Greg parlait de Monaco, mais vous voyez, on parlait de l'OM qui a pas de défense, mais Monaco, ils ont pas de gardien. Enfin, on le dit depuis Il a le loupé début le de la ballon, saison, Philippe Keun, ça arrive. mais Mayeki et Keun, le pauvre Philippe Keun, le but qu'il prend sur la frappe de Camara, c'est terrible. C'est terrible parce que bah, ils perdent au moins ils perdent un point. Et imaginez que ce point coûte cher pour la Ligue des Champions. Donc là, on va avoir un Monaco OM avec une équipe sans défense contre une équipe sans gardien, quoi. Ça va être savoureux. Mais comme ce sont des équipes qui ont du talent offensif, on devrait voir un beau match. Mais ce sont des équipes qui peuvent pas. Et d'ailleurs, Monaco, on l'a vu en Ligue des Champions, ils passent pas contre Benfica à cause de quoi? D'une défense pas terrible et de gardiens qui sont pas au niveau. Et je pense que l'OM et Monaco ont vraiment de quoi faire leur marché cet été. Ils savent dans quoi ils doivent se focaliser parce que c'est pas possible. Il faudra. Ok, écoutez, on a un tout petit peu Après, j'ai dépassé, vu mais que, ça va. Franchement, on a été juste relativement. Ah, vas-y, allez. pour Tu- compléter, j'ai vu que bah, ça reste des rumeurs, mais ils sont sur Milos Villar. Ah, le gardien de la Roma. Ouais. Ok. Voilà, C'est Monaco. costaud, Et ça. C'est des Monaco. rumeurs pour l'instant. Voilà. Mais bon, en tout cas, Nico, ils ont bien compris ton message et ils sont déjà dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas Je normal. pense à mon avis, ils n'ont pas pas normal. attendu Brest pour voir que ça allait pas. Et là, le problème, c'est Bah, que. clairement, ouais, bien sûr. Et en plus, Keun, le pauvre, j'ai envie de dire, il est revenu alors que Maïki avait pris sa place parce que Maïki n'était pas terrible, donc il est revenu. C'est terrible pour lui. Enfin, c'est un désaveu, ça va être un désaveu total, quoi. C'est clair. Ok, mais je disais, on n'a pas, ça va, on a un tout petit peu dépassé, mais franchement, par rapport à parfois, on a plutôt été sage.